Yolanda à toutes et à tous, chers amis internautes, nous sommes ici de retour cet après-midi sous le chapiteau de la présidence pour la première édition de Tekai. Vous étiez peut-être avec nous ce matin et on va continuer cet après-midi avec une recette à quatre mains. Je vous rappelle qu'on a l'immense honneur d'avoir avec nous un très grand chef de cuisine, Thierry Marx, et puis un chimiste, Raphaël Aumont. Et ils vont être ici devant vous maintenant en direct pour nous préparer une recette à base de chocolat 100% made in Fénois. On remercie d'ailleurs Chocolat by M et Morgane qui s'est occupé de ramener la vraie qualité du chocolat made in Fénois. Ça va démarrer tout de suite. Je vous laisse entre de très bonnes mains, celle du chef Thierry Marx et du scientifique chimiste Raphaël Aumont. C'est à vous, messieurs. Merci. Merci, merci, merci. D'abord, on est très heureux, Raphaël et moi, d'être parmi vous. Alors, recette à quatre mains est un bien grand mot. Là, on a quatre mains, effectivement, encore heureux. Mais on va essayer de vous expliquer pourquoi un physico-chimiste et un universitaire scientifique et un cuisinier, finalement. Parce que moi, je n'ai pas vocation à revendiquer que je suis un scientifique ou un universitaire, mais bien au contraire de garder mon statut de chef d'entreprise, d'artisan finalement. Et réciproquement, moi j'ai pas la vertu à être chef. C'est la complicité qui est intéressante et montrer que science et cuisine, qui est a priori des univers qu'on peut se dire disjoints, c'est comme le mot cuisine moléculaire en fait quelque part. On dit tiens quel est le rapport entre ces deux mondes, ces deux mots. Ben, en fait là on va vous montrer que oui il n'y a pas de conflit aussi à créer entre la science, les mains, les gestes, l'histoire d'un produit aussi. Alors, une petite phrase que j'adore rappeler. La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science. C'est vrai qu'en cuisine, on aime bien raconter des petites histoires très jolies qui, en termes de développement, n'ont aucune force, aucune vérité. Vous mettez du gros sel pour cuire des œufs durs. Bon, on nous dit c'est la tradition, ça prouve rien. Ça ne sert à rien globalement, mais vous continuez à le faire. Si quelqu'un un jour vient vous dire que ça ne marche pas et que ça n'a aucun intérêt, il faut s'adresser à la science pour vérifier un petit peu le propos. Et puis la science, ça permet de... C'est ce qu'on dit souvent avec le chef, c'est-à-dire que vous cuisinez, j'imagine. Qui est-ce qui cuisine ici chez soi ? Voilà, il y a quand même des mains qui se lèvent. Ah bon, ça va. Voilà, c'est rassurant. Si personne se Par lève, on rapport est bien à ce matin, là. les gamins cuisinaient beaucoup plus. C'est ça. Mais donc, vous ouvrez des livres de recettes et vous avez des histoires de petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Fais ci, fais ça. Et la question, ça, c'est le comment du déroulé. Et puis, des fois, vous êtes content de votre résultat. Des fois, vous dites, tiens, par rapport au voisin qui avait pourtant la même recette que vous n'avez pas le même résultat final. Et après, l'idée, c'est de se dire, se détacher un peu de ces recettes, de ces cahiers de recettes, et de se dire, mais pourquoi ça rate, pourquoi ça marche. Et c'est le pourquoi des choses qui est intéressant. Et donc pourquoi on nous dit de mettre du jaune d'œuf et du sucre et de faire blanchir. Pourquoi faire blanchir d'ailleurs après. Et vous voyez, c'est le pourquoi des choses qui est intéressant. Et si on comprend les choses qu'on est en train de faire, ce qui se passe dans une casserole, dans un siphon au quotidien, eh bien alors on pourra maîtriser. Et une fois qu'on maîtrise, alors on peut prétendre innover et faire un peu différemment des autres. Et j'imagine créer une histoire de cuisine, une signature, quelque chose comme ça. Exactement, de définir qu'il n'y a pas de conflit sérieux entre la tradition et l'innovation, sinon il n'y aurait jamais eu la Tour Eiffel, rien n'aurait évolué. Donc il faut accepter ce challenge de dire il n'y a pas de conflit entre tradition et innovation. 2, il faut accepter de partager la connaissance et la compétence. Sinon vous ne progressez pas. Donc, quand j'ai rencontré Raphaël et quand Raphaël est venu me voir dans mes cuisines, on s'est dit, on a intérêt à travailler ensemble, mais pourquoi ? Et là aussi, il fallait se poser la question. Et c'est Sylvie Retailleau, finalement, la patronne à l'époque de Paris-Saclay, qui nous dit, non, venez à Paris-Saclay, on va travailler. Et on est devenu chers universitaires parce qu'on avait un projet. Quelle gastronomie pour 2050 2070. Vous voyez, c'est très prétentieux de regarder aussi loin, mais ça nous permet d'avoir et de détecter des signaux faibles sur le stress hydrique, sur la raréfaction de la protéine animale absolument nécessaire et comment on retrouve des équilibres pour entrevoir la cuisine du futur, agréable à manger, mais aussi dans un axe très ancien, qui est l'axe d'Archestrate, plaisir, bien-être, santé, et on va voir que
nos déséquilibres dans l'alimentation, bien souvent, créent des déséquilibres de santé publique qui sont très importants. Alors pour vous parler de tout ça, on s'est dit, quoi de mieux que de parler du chocolat, et notamment une mousse au chocolat. Parce que quand on parle de déséquilibre, des fois, aujourd'hui, vous savez qu'il y a un gros problème, on en parlait avec les enfants ce matin, c'est les produits ultra transformés. Et on regarde, quand vous regardez les étiquettes, si vous achetez des mousses au chocolat toutes prêtes, parfois, vous trouvez, parfois c'est très fréquent d'ailleurs, vous trouvez 8% de chocolat dans une mousse au chocolat. Et en fait, les gens, ils mangent du sucre, ils mangent de l'eau, ils mangent des additifs, et après, ils mangent du chocolat. Et en fait, ça trompe le message, et on veut de plus en plus de sucre, etc. On peut vous poser une question, peut-être on va pouvoir démarrer. Du coup, on s'est dit mousse au chocolat, puis il y a un très très bon chocolat ici, donc on a voulu tester tout ça. Comment vous faites une mousse au chocolat? On peut peut-être passer un micro, je peux me déplacer. De quoi vous avez besoin pour faire une mousse au chocolat? Très bien. Ah oui, vous avez raison. Il faut aller aux évidences des fois. Pour faire une mousse au chocolat, il faut du chocolat. Mais du chocolat en premier ingrédient, donc c'est bien de le citer en premier d'ailleurs. Ça, c'est très bien. Et puis, des œufs. Des œufs. Du blanc d'œuf. Et qu'est-ce que vous faites du jaune? Une omelette, Une a dit omelette, madame. une omelette au jaune d'œuf. Bon, ça va être un peu costaud. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui mettent le jaune d'œuf dans la recette de la mousse au chocolat? Oui. Et vous faites souvent blanchir justement, non? Ou on rajoute du sucre ou des trucs comme ça. Voilà. Bon, c'est à peu près les recettes qu'on voit d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, la recette, on va prendre une recette classique de mousse au chocolat. On va dire, madame l'a dit, du chocolat, bien évidemment, c'est l'ingrédient premier. Quelqu'un a dit des œufs, oui, on va séparer le jaune des blancs. Bon, on monte les blancs pour faire de l'air, pour faire de la mousse. On ne sait pas quoi faire des jaunes. On les remet dans le chocolat fondu. Du sucre et du beurre. Ça, c'est la recette classique que vous allez trouver dans 80% des livres de pâtisserie ou de recettes. C'est quand même étonnant d'avoir à rajouter du gras, donc du beurre, dans déjà quelque chose qui est gras, qui est du chocolat. Le beurre de cacao, hein. De rajouter du sucre là où il y a déjà du sucre. Et rajouter des blancs d'œufs, là on peut comprendre, pour rajouter de l'aérien, de l'air, de la mousse, de la texture, on pourrait le comprendre, mais on pourrait le remplacer par autre chose. C'est important parce que finalement on arrive à manger des choses qu'on pourrait retirer d'un point de vue d'équilibre alimentaire. On se dit, s'il y a déjà du sucre dans le chocolat, est-ce que j'ai besoin de remettre du sucre? Je cherche un goût de chocolat, je ne cherche pas d'abord un goût de sucre. D'ailleurs, il ne faut jamais oublier qu'une recette, c'est une promesse que vous faites. Donc quand vous dites à quelqu'un, je fais une mousse au chocolat, la première des choses qu'il attend, c'est de goûter le goût du chocolat. Et on a fait une imagerie comme ça, en passant les gens dans un IRM, et regardez à quel moment, quand on leur dit mousse au chocolat, des points de plaisir s'allument dans le cerveau. C'est la neuroscience. Ça s'appelle des neurosciences. Et donc, on s'apercevait que vous prenez un chocolat très industriel, très sucré, vous allez, sans vous en rendre compte, en manger 100 grammes. Or que je vous donne un excellent chocolat, le tien, je vais en manger 20 grammes. Pourquoi? Parce que la promesse que j'ai faite à mon cerveau, c'est de lui dire, je vais te donner du chocolat, mais je commence par lui donner du sucre, de la matière grasse et après du chocolat. Il dit, attends, tu m'avais promis du chocolat, redonne du chocolat. Or que si je prends ce chocolat qui est excellent, où il n'y a pas d'excès de sucre, qui a vraiment tout de suite la puissance du chocolat, vous en mangez 20 grammes et votre cerveau vous dit merci, c'est bon, c'est délicieux, j'en ai assez. Vous voyez que ces déséquilibres qui nous amènent après à des déséquilibres alimentaires, c'est important de les étudier. Donc là, on parle de mousse au chocolat. Alors du coup, si on décrypte la recette, alors là, vous allez voir, quand un chimiste parle de mousse au chocolat, ça va devenir moins gourmand, parce que le chocolat, pour moi, c'est du beurre de cacao, c'est-à-dire c'est essentiellement de la matière grasse. En termes de structure, je parle. Je parle plus du tout de goût, là. Mais il faut du chocolat, donc il faut du gras. Vous avez mis des œufs. Dans les œufs, je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup, beaucoup d'eau, en fait, dans un œuf. Et notamment dans le blanc d'œuf qui mousse, vous avez 90% d'eau. Vous avez mis de l'eau et du gras, ça fait ce qu'on appelle une émulsion, et vous avez mis de l'air. Donc si j'arrive à mélanger correctement, dans les bonnes proportions, de l'eau, du gras, de l'air, alors je devrais avoir une texture mousse au chocolat. Et donc on se dit, finalement le beurre, non, etc. Et de quoi on a besoin? D'eau et de chocolat. Eau de chocolat et d'eau, si on veut aller dans le bon sens. Donc on va tester. Exactement, donc vous diminuez le coût matière première, donc vous pouvez acheter un bien meilleur chocolat que d'acheter un mauvais chocolat qui vous
dans lequel vous êtes obligé de rajouter beaucoup de matière grasse et beaucoup de sucre. Vous achetez d'abord un bon chocolat et avec de l'eau et un siphon, vous allez faire une mousse au chocolat. Le principe est très simple, moitié eau, moitié chocolat par exemple. Vous mettez à fondre, vous faites l'émulsion, vous rajoutez du gaz comme on va faire, et normalement on a une texture mousse au chocolat, tout simplement. Et puisqu'on parle aussi de profil aromatique, bah oui, là on ne va pas déséquilibrer non plus. Vous pouvez poser des questions. Une première mousse. Vous voyez, ça tient, c'est pas un espuma ou quelque chose qui tombe ou qui retombe ou qui fait 3 grosses bulles d'air et puis on nous dit ah bah là il y avait une écume de chocolat. Non, c'est une mousse. Et alors, suivant les textures, suivant la qualité du chocolat, la qualité j'entends pas organoleptique, hein, la qualité en termes de matière grasse, et ben ça tient pas, etc. Et on peut ajuster. Si vous voulez une mousse un peu ferme, vous allez rajouter du chocolat. Là on a fait moitié-moitié, moitié eau, moitié chocolat. Si vous voulez un truc un peu plus léger, vous allez rajouter de l'eau, mais aussi du lait, etc. Enfin, on peut vraiment s'amuser après en créativité. C'est son chocolat et il est délicieux. Il est tout en fraîcheur. D'ailleurs, il n'y a pas de lourdeur dans le chocolat, il est tout en finesse, très agréable à manger. Et surtout, il n'y a pas d'excès de sucre. On est vraiment sur un 70% très bien équilibré, donc avec un très bon terroir de chocolat. Point de vue gustatif aussi, ce qui est intéressant, c'est que le chocolat, nous, au moins en métropole, on associe ça très souvent avec de la crème, du lait, des épices, la cheminée. Enfin, on s'imagine, tu parles souvent de cuisine fantasmée, et c'est vrai que c'est souvent des choses un peu rondes, un peu grasses. Et là, le fait de mélanger, ça perturbe beaucoup, je pense, de tes confrères, du chocolat avec de l'eau. On apprend, je pense, dans les écoles de cuisine, ah, il ne faut jamais mettre de l'eau dans le chocolat. Bah, la preuve que si, ça fonctionne bien. Et ben, vous allez révéler les saveurs plutôt vertes, végétales du chocolat, qui sont aussi présentes, mais qui sont cachées par souvent ces excès de sucre. Et là, c'est très intéressant parce qu'on va redécouvrir une nouvelle panoplie de saveurs et d'arômes qui étaient cachés par des fois des mauvaises qualités de sucre. Deux textures de mousse différentes, mais avec un intérêt gustatif certes différent. Ce n'est pas une comparaison, c'est juste de travailler sur la texture et sur l'arôme. Là, on voit qu'on a une texture de mousse avec énormément de micro-bulles qui nous donnent cette texture de mousse. Si je rentre ça au froid, 1 heure au réfrigérateur par exemple, eh bien, je vais vraiment avoir figé, un peu cristallisé le chocolat. Ouais. C'est bon. Ce qui est le plus important, c'est de partager une démarche, une philosophie presque de se dire, on va décrypter. Parce que par exemple, là, on a parlé chocolat, mais si vous prenez un autre corps gras, de l'eau, donc au lieu de prendre un corps gras, par exemple, vous prenez type fromage, c'est aussi du gras quelque part. Plutôt que de prendre de l'eau, vous allez prendre un vin blanc ou quelque chose comme ça. Vous aurez des textures, par exemple, fromage, vin blanc. Vous voyez, comme une mousse au chocolat, comme une chantilly, un peu, c'est la même histoire, hein, tout ça. Donc, vous pouvez après vous amuser et ouvrir. Et puis après, avec l'azote, effectivement, vous pouvez faire des cœurs coulants, on peut faire des jeux de texture, enfin un sorbet aussi, un sorbet cacao directement, comme ça. On aurait pu faire une mousse de foie gras, la même chose, en faisant fondre un peu de foie gras avec de l'eau et en plaçant ça au froid et dans un espuma, on aurait une mousse de foie gras totalement naturelle. En fait, donc, nous avons des habitudes culinaires, donc on fonctionne souvent par habitude. Et ce que vous nous dites, c'est qu'il faut qu'on se questionne en fait sur ce qu'on mange, sur les mélanges. Et voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas effectivement donc, des choses qui viennent en plus de ce qu'il y a. Donc peut-être qu'au niveau du goût, c'est peut-être très bon, mais que pour la santé, voilà, donc il y a des choses qu'on... Non, vous avez raison sur le fait de se questionner sur ce qu'on mange. C'est très important et c'est tout le travail que nous avons fait avec différents sociologues à l'université, notamment Claude Fischler, de se dire est-ce qu'on continue à être des consommateurs ? Je ne voudrais pas faire la séparation des consommateurs et redevenir des mangeurs. Vous voyez, quand on vous vend une soi-disant mousse au chocolat dans un supermarché, quel qu'il soit, peu importe la marque, que vous avez 5 additifs, 8% de chocolat,
en fait, vous vous êtes fait avoir. Et ça, il faut reprendre conscience de ça, parce qu'aujourd'hui, tous nos déséquilibres alimentaires sont liés à une surconsommation de produits qui ne sont pas très bons pour nous. On surconsomme des produits ultra transformés. Alors, on pourrait dire, chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai, chacun a le choix de faire un arbitrage sur son alimentation. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un coût de santé publique lié à l'alimentation qui est détestable. Aujourd'hui, on a une explosion de l'obésité. On voit bien nos chiffres en métropole. On a une explosion du diabète de type 2. C'est un vrai sujet. Donc, il faut s'interroger sur ce que l'on mange. Il n'y a pas très longtemps, avec Raphaël, on était dans une conférence où on s'est permis de dire nous sommes devenus des peuples sédentaires. Et il y a un médecin qui a pris la parole, qui a dit « mais pas du tout, on est devenus des peuples immobiles. On est capable, avec une application, de commander une pizza, surdimensionnée d'ailleurs, et parce que vous croyez qu'elle n'est pas chère, que c'est bien d'en avoir 2 par exemple, et vous allez regarder ça devant votre téléviseur en regardant Netflix. Effectivement, il ne faut pas s'étonner que 10-15 ans après, on soit en excès de beaucoup de choses et surtout que ça déclenche des pathologies qui soient des pathologies lourdes. Donc s'interroger, vous avez parfaitement raison, vous employez le mot juste, et on peut s'interroger simplement en se disant, est-ce que j'ai intérêt à manger des produits ultra transformés? D'ailleurs, je vais laisser la parole à Raphaël sur ce qu'est par exemple une escalope cordon bleu. Qui connaît l'escalope cordon bleu? Ah, vous ne connaissez pas ça ici? C'est drôle, ils n'ont pas l'escalope cordon bleu ici. Ouais. Bon. Ah, c'est incroyable ça. Donc, quelques mains timides se sont levées, mais oui, c'est peut-être... D'accord. Ouais. Donc, vous dites, j'ai pas le temps de faire à manger. Moi, je vous dis, si vous regardez votre smartphone, vous apercevez que vous avez passé en moyenne 4 heures sur votre smartphone. Moi, je vous donne des recettes où on se fait à manger en 25-30 minutes, avec un four à micro-ondes ou une bouilloire. Donc vous voyez qu'on a le temps de se faire à manger correctement. Se faire à manger au quotidien, ça peut être très simple. Un œuf, de l'eau, 10 minutes à ébullition. Pour ne pas laisser l'ébullition pour rien, je vais mettre une poignée de riz. 10 minutes après, je retire l'œuf, je laisse encore un peu cuire le riz. Le riz est cuit 15 minutes, je l'égoutte, il est encore tiède, je casse l'œuf dessus, je mets un peu d'huile d'olive, sel, poivre, un peu de concassé de salade, quelques herbes, quelques épices. J'ai un plat où aucun médecin nutritionniste ne vous dira qu'il n'est pas bon. Mais si vous prenez une escalope cordon bleu, ou même, alors, est-ce que vous connaissez les poissons panés? Bon, d'accord. Alors, le carré pané, c'est comme l'escalope cordon bleu. Vous retournez le paquet et vous regardez le nombre d'ingrédients que vous ne connaissez pas à l'intérieur. La quantité d'ingrédients et effectivement le nombre d'ingrédients. Et c'est effrayant. On a fait des tests justement, c'était des cordons bleus, mais poisson pané ou les nuggets, c'est pareil. Il y a 36 ingrédients parfois dans un cordon bleu. Et pourtant, il est Nutri-Score B. Il y en a plein qui prennent des références en se disant « Ah mais c'est B, alors c'est bon parce que ça va dire que c'est bien pour la santé ». Non, ils ont mis de l'eau pour baisser les calories. Et comme on a mis de l'eau, on perd les textures, on perd les saveurs, on perd les couleurs. Alors on rajoute des colorants, des texturants, et des arômes. Et c'est catastrophique. Donc en fait, l'idée c'est vraiment ce que vient de dire le chef, c'est on lit l'étiquette, on prend le temps et on se dit oula, ce produit-là, ça semble un peu compliqué. Des fois, on a vu des trucs avec 36, 56 ingrédients au rayon traiteur sur un pâté en croûte. C'est juste hallucinant, quoi. Et des additifs qui sont, on sait aujourd'hui, qui sont cancérigènes, qui sont toxiques, qui peuvent produire des AVC. Vous imaginez, vous mangez de la viande et finalement vous avez des AVC, quoi. Donc c'est quand même hallucinant. Donc revenons avec un peu de bon sens, mangeons éclairés. Ça c'est quand même le message aussi. Bien sûr. Est-ce que vous connaissez les saucisses, les knacks? Vous connaissez ça? Regardez la contre-étiquette. C'est plus des knacks, c'est un plasma, c'est un crack, ouais. Et c'est vraiment qu'on appelle les transglutaminases. Vous mangez ça, il y a un vrai risque pour votre santé là-dessus. Alors ça ne veut pas dire que quand on en mange une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Si on a un peu de condition physique, qu'on marche un peu, qu'on court un peu, qu'on fait, il n'y a pas de souci. Mais si je prends simplement un marchand de sandwich, vous les connaissez tous, je ne vais pas nommer de marque ici, un burger,
Si je prends simplement un burger, que je le décompose, c'est du gras et du sucre. Point. Je prends le buns, par exemple, le pain de mie, c'est de la matière grasse. Alors évidemment, pour pas que ce soit cher, on ne va pas y mettre un très bon beurre ou une très bonne huile. On va plutôt aller chercher des huiles de palme ou des choses comme ça. On va sursucrer. Pourquoi on sursucre? C'est parce qu'on veut de la gourmandise et puis de l'attractivité, pour pas dire autre chose, presque une addiction. Puis après, je vais mettre une sauce. Qu'est-ce que je vais mettre? Du gras et de l'eau, avec des aromates. Et du sucre. Et du sucre, dans bien le évidemment. ketchup, etc., vous avez 26% de sucre. Dans certaines sauces thaï, vous savez, les trucs avec les nuggets, 54 grammes de sucre. C'est une confiture, en fait. C'est hallucinant. Exactement. Et ensuite, il y a la viande. C'est une viande qui est calibrée assez petite, entre 80 et 125 grammes, sur lequel on est venu poser un faux fromage, finalement, qui est lui aussi du gras et de l'eau, avec une aromatisation. Et presque un faux cornichon, d'ailleurs. Voilà. Et finalement, on se dit, c'est bon, c'est gourmand. Oui, mais 5 par semaine. Sur 20 ans, sur 30 ans. Même sur 5 ans, on voit les résultats. Votre médecin, en tout cas, il voit les résultats. Donc, il faut reprendre conscience que l'alimentation, ce n'est pas un jeu comme ça. Il faut, se faire plaisir, donc commencer à se refaire la cuisine, pour avoir du bien-être. C'est pas une agence de casting, mais le bien-être fait quand même partie de la... Et le médecin vous dira, tous les médecins que nous interrogeons avec Raphaël, avec qui on a pu travailler, nous disent l'axe plaisir, bien-être, santé, c'est le meilleur axe. Une autre question? Sinon, Sinon, on passe à... Non, mais amusez-vous, soyez curieux. Voilà, c'est vraiment le message. C'est ça. C'est ce qu'on disait aux enfants ce matin. Curiosité, éveil, faites par soi-même. On fait des erreurs, on refait la cuisine au début, mais on apprend de ses erreurs, on rebondit, on innove. Et la cuisine reste un plaisir avant tout. C'est quand même ça qui est génial dans ce métier. Oui, et puis quand on a la chance d'être en Polynésie, de pouvoir manger du poisson, des coquillages, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher autre chose? Alors après, par envie, divertissement, on peut se dire, allez, de temps en temps, on peut faire une entorse à la règle, et c'est normal de faire très souvent une entorse à la règle. Mais dans notre quotidien, si on veut protéger notre santé, puis arrêter de se faire arnaquer aussi, parce que très souvent, on achète des produits, on nous promet, là on a pris l'exemple de la mousse au chocolat, on nous promet une mousse au chocolat, mais finalement, il y a à peine de chocolat dedans. Le reste, c'est de l'additif, de l'eau et du gras. Est-ce que c'est intéressant et de commencer à prendre conscience de cela pour nous et pour les générations à venir, parce que plus on va dépenser de l'argent sur notre santé, plus on sera ralenti dans nos croissances. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci chef Thierry et merci beaucoup à Raphaël. On va marquer une petite pause pour nos amis internautes et se retrouver pour la suite du programme dans un petit instant. On va parler de management et de recrutement dans la filière de la restauration avec nos acteurs qui seront là sur scène dans un petit instant. Et je remettrai la parole pour la modération à Stéphane. Restez avec nous et à tout de suite. Yaorana, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au moment le plus palpitant de cette journée, de ce Tekai. Non pas que la démonstration du chef juste avant n'était pas palpitante, mais on va échanger quelques idées tous ensemble pendant une petite heure sur les questions du management et du recrutement dans la restauration, non seulement ici en Polynésie française, mais au-delà dans le secteur de la restauration de manière globale. Et nous avons pour cela un parterre de choix, d'abord avec le président de la Polynésie française, accessoirement un peu ministre du Tourisme également, qui va nous parler un petit peu de la vision publique globale de la Polynésie française sur ces sujets. Nous avons bien évidemment le chef Marx qui est avec nous, avec qui on a déjà échangé au lycée hôtelier il y a 2 jours de cela sur un certain nombre de sujets, sur les parcours personnels, sur les parcours collectifs de nos filières, et donc aujourd'hui sur ces questions de recrutement et de management et d'évolution dans ces métiers. Nous avons également M. Malbranche qui représente l'application Brigade, qui sera avec nous également pour parler des nouveaux modes de recrutement, et puis le vice-président
du CPH, le syndicat des hôteliers de Polynésie française, et puis le chef multi-étoilé du Maru Maru, TAO, qui est également avec nous pour évoquer ces sujets. Juste avant de commencer, et de laisser la parole à nos participants, pour planter un tout petit peu le décor, pour voir de quoi on parle. C'est parti. On va faire un petit état des lieux sur la situation de l'emploi dans le secteur de la restauration en Polynésie française en quelques slides assez rapides, assez courtes. Donc, les entreprises de la restauration ici en Polynésie française, ça représente, on va le voir un peu plus en détail, mais 5% de l'ensemble des entreprises de la Polynésie. Donc, ce n'est pas 10 ou 20%, 5%, mais c'est déjà bien. Et 6% des salariés polynésiens, donc un peu plus. Donc, c'est un secteur qui emploie, qui a besoin de personnel. Et 4% de la masse salariale privée totale ici en Polynésie française. On voit qu'on a au total un peu plus de 37 000 entreprises en Polynésie, 1705 donc sont des entreprises dédiées à la restauration et à toutes les formes de restauration, que ce soit la restauration traditionnelle, la restauration collective, rapide, les services de traiteurs. Sur ces 1705 entreprises, il y en a seulement 448, donc en gros 25%, un quart d'entre elles, qui ont au moins un salarié. Donc tous les autres sont des entrepreneurs unipersonnels. Et sur ces 448 entreprises, et donc sur l'ensemble de ces entreprises liées à la restauration, donc 20% ont moins de 10 salariés, 4% de 10 à 50 salariés, et seulement 1%, donc une quarantaine, ont plus de 50 salariés. Donc ça donne un petit peu la taille critique de ces entreprises de la restauration ici en Polynésie, avec une répartition donc, en tout de ces 3232 employés et salariés de la restauration. 40% d'entre eux sont dans des entreprises de moins de 10 salariés, 35% dans des entreprises de 10 à 20 salariés, et enfin, le dernier quart, 25%, dans des entreprises de plus de 20 salariés. C'est un secteur, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs, c'est un secteur qui était essentiellement féminin. 2/3 de nos salariés de la restauration sont des femmes, et vous pouvez voir là cette petite courbe de l'évolution de l'emploi ici en Polynésie française, avec une progression quand même constante du nombre de salariés de la restauration, puisqu'en 10 ans, on a gagné 28% du nombre de salariés, donc c'est quand même quelque chose, 28%, près d'un tiers de nouveaux entrants sur les 10 dernières années. Dans le même temps également, il y a les salaires. Vous pouvez voir ici cette ligne bleue, un peu bleu foncé, c'est l'évolution du salaire moyen dans la restauration. Donc l'ensemble, encore une fois, de ces 3000 salariés, et donc leur salaire moyen. Et donc ces salaires moyens du secteur, ils ont progressé au final de 14% en 10 ans, mais surtout, vous pouvez le voir, de 2020 à 2023, une progression extrêmement importante, extrêmement fulgurante, avec aujourd'hui un salaire qui s'établit quasiment autour d'un salaire moyen, encore une fois, de 190 000 francs par mois, mais pour une trentaine d'heures de travail en moyenne. Donc pas pour des semaines de 40 heures, En moyenne, pour des semaines de 30 heures de travail, le salaire moyen tourne autour de 190 000 francs par mois ici en 2023, avec par contre une correction peut-être à faire, c'est qu'il y a une différence de 10% entre le salaire des hommes et le salaire des femmes, aussi dans la restauration, et malgré le fait qu'on ait 2/3 de femmes et un seul tiers d'hommes, les hommes continuent à gagner 10% de plus que les femmes en termes de salaire moyen, là aussi dans la restauration, selon les données que l'on a de l'ISPF. Dernière slide, donc je vous parlais de la durée de travail, parce que la rémunération dépend bien évidemment de la durée de travail. Donc près de la moitié d'entre eux, 49%, ont moins de 169 heures de travail, donc de ces fameuses 40 heures par semaine, et donc ont un salaire moyen qui s'établit quasiment à 130 000 francs par mois. 35% sont à 169 heures, la durée légale du travail, et avec un salaire moyen de plus de 240 000 francs par mois. Et puis 15% d'entre eux, 520 de nos salariés ici en Polynésie française, font plus de 169 heures par mois, avec un salaire moyen de plus de 270 000 francs par mois. Voilà pour les quelques données de cadrage qu'on pouvait avoir et qui sont disponibles aujourd'hui grâce à l'Institut de la statistique de Polynésie française et qui nous permettent d'évoquer un petit peu ces sujets du recrutement et dans la restauration. On le voit, c'est un secteur qui embauche, c'est un secteur où il y a une dynamique d'emploi,
supérieure d'ailleurs à la moyenne de l'ensemble du monde du travail polynésien, mais qui est quand même concentrée pour beaucoup aux îles du Vent, parce que ces emplois salariés, en fait, ils sont à 90% ici aux îles du Vent, et donc pas dans l'ensemble, répartis dans l'ensemble de la Polynésie française. Donc j'ai envie déjà avec nos 3 recruteurs, on va dire, chefs d'entreprise de la restauration, Christophe, Théao et le chef Marx, de vous poser déjà une première question, sans être plus long et sans bavarder trop, sur votre perception à vous, sur les problématiques que vous pouvez percevoir, les principales problématiques que vous pouvez percevoir aujourd'hui déjà, de manière globale, générale. On va affiner petit à petit sur ces questions de recrutement et de management. Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement ? Est-ce que les gens sont bien formés ? Enfin voilà, à vous de nous dire ce que vous en pensez. Alors je dirais qu'on a quand même vu ces dernières années un changement d'image de ce métier. On a toujours des problèmes de recrutement, mais je trouve que aujourd'hui, grâce aux émissions, souvent de télé, ça a permis de redonner une image positive de ce métier, et je trouve qu'il y a quand même plus de vocation qu'avant. Souvent, il y a une dizaine d'années, on avait des gens qui rentraient dans cette filière par dépit et pas par vocation. Donc, in fine, c'était pas très bon. Et je trouve que les mentalités sont en train de changer à ce sujet-là. Après, je dirais qu'ici, les problèmes qu'on a de recrutement sont dus à la concentration des hôtels sur certaines îles. Bon, Bora Bora pour pas la citer, donc on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre sur juste une petite île, et que c'est surtout ça qui fait le problème de recrutement. Et après, le second problème que l'on a, c'est surtout dans le middle management, et surtout du middle management local. Nous, on aimerait que nos chefs de parti, nos sous-chefs soient polynésiens, et c'est souvent un challenge pour nous, et on n'arrive pas à en trouver, soit parce que les gens ne veulent pas évoluer, ou soit parce qu'on n'a pas les compétences. Voilà, je dirais que c'est les plus gros enjeux du moment. Mais la tendance est quand même très positive par rapport à il y a plusieurs années. Théo, tu veux compléter, réagir ? Bon, moi, j'ai pas autant d'expérience que Christophe, mais moi, ma problématique, en tout cas dans les petits restaurants, moi, je fais partie des restaurants des 20% de moins de 10 salariés. Je suis en constante recherche, en tout cas, je fais une offre d'emploi assez souvent. Et la problématique que j'ai depuis, on va dire 5 ans, c'est que avec certaines règles qui sont en application ici, comme la règle des 3 ans de territoire pour les métropolitains. Le problème que j'ai, en tout cas, c'est que le cheptel de CV que j'ai est restreint. Ce que j'avais en CV il y a 5 ans, si je remets une offre aujourd'hui, ça va être les mêmes CV que je vais recevoir. En fait, je n'ai pas trop de CV déjà de nouveaux entrants dans la restauration, on va dire ceux qui sortent du lycée hôtelier ou des nouveaux entrants. J'ai assez souvent les mêmes CV déjà sur les 5 dernières années. On va dire 60% des CV que je reçois, c'était les mêmes CV que je recevais il y a déjà 5 ans. Alors déjà, il y a une petite problématique sur cette chose-là. Après, l'autre problématique que j'ai, en tout cas, si jamais je souhaite embaucher une personne, c'est que, par exemple, admettons, j'ai un jeune du lycée hôtelier qui sort et qui veut travailler. Quand tu es étudiant, tu n'as pas les moyens. Tu n'as peut-être pas le permis, tu n'as pas de transport. Et quand je lui demande, nous on a un métier où on travaille en coupure, midi et soir. Et je lui demande, comment est-ce que tu vas rentrer chez toi le soir ? Il me dit, je ne sais pas. Du coup, je ne peux même pas l'embaucher parce qu'il n'y a pas de transport en commun déjà pour le ramener chez lui. Tu vois, il y a déjà une problématique qui n'est même pas de sa faute. C'est parce qu'il ne peut pas juste venir au travail et rentrer chez lui. Du coup, déjà, c'est peut-être que son engagement peut-être pour venir travailler dans notre entreprise, c'est de bonnes intentions. Mais nous, on ne peut même pas le sélectionner aussi parce qu'il ne peut même pas rentrer chez lui pour revenir le lendemain travailler. Tu vois, c'est une problématique qui est autre que
que l'engagement, l'envie, qui ne dépend pas de lui. Du coup, on a quand même aussi un problème qui est autre que ce qu'on peut faire nous, quoi. Même sans proposer, il ne peut pas venir travailler, c'est tout, quoi. Ok, Maruru, chef, vous avez une vision sur ces questions de recrutement et de management, peut-être? Ce sont deux choses différentes. Pardonnez-moi. Recrutement, d'abord, moi je ne peux pas parler de la Polynésie, je peux parler que de la métropole. On est sur une ligne depuis quelques années de 200 000 postes. Hein, si je compte les saisonniers et les gens qui sont en poste fixe. Donc effectivement, il y a un vrai problème de recrutement, mais ce problème de recrutement, il est effectivement, d'ailleurs, peut-être une similitude entre ce qui vient d'être évoqué par mon confrère, c'est le fait que c'est multifactoriel. C'est-à-dire que je peux recruter, je peux avoir des CV, mais j'ai un problème de mobilité, j'ai un problème de logement et j'ai un problème de rémunération. D'ailleurs, on aurait peut-être pu parler problème de rémunération, problème de logement et problème de mobilité. Donc voilà un petit peu ce qui va être un frein au recrutement. Deux, ce qui a été évoqué aussi à l'instant, c'est-à-dire une attractivité pour ces métiers depuis quelque temps parce qu'il y a des émissions de télévision. Mais ça, c'est pas vraiment juste. On a une vraie attractivité au travers de nos métiers pour aller vers une école hôtelière, un lycée professionnel et se dire j'ai idéalisé et fantasmé le métier de la cuisine, de l'hôtellerie, de la restauration, mais la contrainte de ces métiers, finalement, je ne resterai pas. Donc on a un turnover assez important dans ces métiers, de gens qui rentrent et qui sortent immédiatement. Il y a une phrase de Churchill qui était assez intéressante de dire plus personne ne veut être utile, tout le monde veut être célèbre. C'est-à-dire qu'on remarque aussi que dans nos recrutements, aujourd'hui, 20% des personnes que nous avons dans nos maisons sont issues de l'émigration. Voilà. Après, on en fait ce qu'on veut, hein. Ce sont des chiffres officiels. Moi, 20%, j'ai un peu de mal, mais je pense qu'on est un petit peu au-dessus. Mais voilà, ça, c'est la réalité. Donc, aujourd'hui, rémunération, mobilité, logement, tout ça sont des freins au recrutement qui durent depuis un certain nombre d'années. Donc, à nous, syndicats professionnels, d'essayer de trouver des solutions. C'est pour ça que nous avons passé des contrats avec des gens comme Action Logement. Action Logement prend en charge, par exemple, la caution pour louer un appartement. Et il y a des aides aussi pour les travailleurs saisonniers pour rénover des établissements, pour pouvoir recevoir. Mais vous voyez que tout est lié. En fait, le recrutement n'est pas un problème conjoncturel, c'est un problème structurel. Donc ça veut dire qu'avec les acteurs du monde privé, donc les entreprises, l'État, qui doit prendre sa part sur ces arbitrages, et puis le salarié qui, lui, doit trouver son épanouissement professionnel. Et j'ai oublié un maillon important, qui est peut-être même le plus important, c'est la formation professionnelle. C'est essentiel parce que si on veut que les gens soient mieux rémunérés, il faut mettre en place une montée en compétences beaucoup plus rapide. Donc, c'est vrai pour le middle management, ce qui a été évoqué. Eh bien oui, commis plus d'1 an, c'est compliqué. Donc il faut qu'en moins de 18 mois, la personne atteigne le rythme de chef de parti, demi-chef de parti, ou demi-chef de parti, chef de parti, etc. Il faut que les montées en compétences se passent plus vite. Pour ça, il faut des structures d'entreprise qui soient capables de faire de la montée en compétences. Et je termine mon propos avec une étude qui a été faite il y a juste à la sortie du Covid, sur une interrogation, pas simplement sur les jeunes d'ailleurs, qui était une interrogation, une étude beaucoup plus large, où ce qui a été révélé à la fin de cette étude, c'est « je n'aurai plus un rapport sacrificiel au travail ». Donc ça veut dire que je vais choisir à quel moment je vais pouvoir planifier mon envie de travailler, mon épanouissement par le travail ou pas. Et donc ça veut dire que ce sont des paramètres aujourd'hui qu'il faut faire entrer dans nos politiques de recrutement, d'accepter certaines choses qui vont être évoquées à l'instant, où on peut être d'accord et pas d'accord, sur l'ubérisation du travail, quid du modèle social. En tant que chef d'entreprise, je dis l'ubérisation du travail, pourquoi pas? C'est un libéralisme absolu, mais quid du modèle social? Donc, c'est tous ces éléments-là aujourd'hui qui se télescopent. Je ne dis pas que là serait le bien, là serait le mal, ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire comment on prend un peu de hauteur pour réfléchir à tous ces éléments qui viennent d'évoquer, juste pour régler cette problématique du recrutement. Et de terminer mon propos, pas simplement sur le fait que nous ayons des problèmes de recrutement
Dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, si je vous donne les métiers de la logistique, les métiers de la santé, les métiers de la grande distribution, ils ont à peu près les mêmes niveaux. Et le bâtiment, pareil, travaux publics, c'est la même chose, problème de recrutement, et avec bien souvent les mêmes symptômes. Donc, symptômes, diagnostic, mais il faut que le traitement, que les patients soient d'accord. C'est un autre problème. Maruru, et donc pour continuer dans ces échanges et dans ces réflexions, donc si j'entends bien, en plus des salaires, en plus peut-être de la sécurité de l'emploi, qui est quand même aussi recherchée en Polynésie par un certain nombre des jeunes notamment, on entend aussi parler beaucoup plus quand même de flexibilité, voire de semaines de 4 jours, voire de... Je vous entends, mais j'ai l'air plus âgé que vous, mais vous me parlez d'un truc de vieux. Sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, si tu veux, je te fais un CDI, il dit, oh, on va pas se marier tout de suite. Un CDD, dans un premier temps, suffira. Donc, il faut regarder ça par rapport à, aujourd'hui, des personnes qui n'acceptent plus d'avoir un rapport sacrificiel au travail. C'est une donnée qu'il faut dire. Mais le CDI n'est plus, enfin, je parle en métropole, quelque chose qui va affirmer une relation de confiance sur du long terme entre un salarié et son employeur. Donc il faut en tenir compte. C'est-à-dire que j'aurais aimé, quelques années, qu'on ne parle que de sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui a plutôt volé en éclats. Alors, ce que je vous dis là, c'est étayé par des chiffres. C'est des chiffres du monde de l'emploi. Dernière relation que j'ai pu avoir avec le ministère du Travail, on a des chiffres extrêmement précis sur ce type d'enjeu. Le CDI n'est plus un facteur encourageant pour le recrutement. Alors, est-ce que nos recruteurs polynésiens ont le même sentiment sur ce sujet ? Alors, bon, je pense que la situation est un peu différente ici, heureusement. Je pense que, enfin, moi, chaque fois que je fais signer un CDI, j'ai toujours un grand sourire, voire même parfois des pleurs de joie, hein, pas de tristesse. Et ici, les gens sont très attachés. C'est parce que l'affect est très important, donc ils sont très attachés à leur entreprise souvent. Souvent, ils habitent d'un côté de l'île, jamais ils iront travailler dans une entreprise qui est de l'autre côté de l'île, parce qu'il y a aussi des problèmes de transport, tu as raison là-dessus. Donc, c'est encore différent ici, mais ça risque peut-être de devenir comme en métropole. Pour toi, Théo, c'est la même chose ? Tu as beaucoup de CDI dans ta brigade ? Oui, j'ai que des CDI. Pour l'instant, on n'est pas, en tout cas, on n'est pas du tout dans le cas qui a été évoqué comme en métropole. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, non. Vous nous aviez parlé, chef Marx, aussi, il y a quelques jours au lycée hôtelier de cette question de l'engagement. Tu me parlais, toi, de la motivation, TAO, comme valeur importante par rapport aux jeunes que vous receviez. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont le même degré, le même niveau d'engagement quand ils rentrent dans la filière que ce que vous pouviez avoir, je ne sais pas, il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 15 ans ? Au niveau de l'engagement, c'est assez vrai. Je pense que les jeunes gens qui choisissent ces filières métiers de l'hôtellerie-restauration s'engagent. À nous de ne pas les décevoir. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur cette notion de formation et de montée en compétences. C'est que le travail n'est pas une valeur. C'est pas moi, hein, c'est Consponville. Consponville dit le travail n'est pas une valeur, le travail est un moyen pour s'épanouir. Donc s'il y a un projet, je veux devenir chef ou chef grand maître d'hôtel, directeur d'hôtel, peu importe, il faut qu'à un moment donné, je puisse vivre de mes engagements. Et c'est là où, par moment, le frein se resserre pour se dire, finalement, je me suis engagé, j'ai fait les efforts nécessaires au niveau du travail, mais globalement, j'ai du mal à me loger, je n'ai pas de mobilité, parce que je n'ai pas de moyens. Donc, à nous aussi, monde de l'entreprise et l'État, pour regarder quels sont les freins, pourquoi aujourd'hui un collaborateur va choisir plutôt d'être auto-entrepreneur que de rester salarié de l'entreprise. Je vous fais la réponse. Il vous dit, lui, il me donne 2000,
Vous me donnez 2000, mais il me reste 1003. Voilà, alors vous avez beau expliquer tout un tas de paramètres de solidarité sociale, etc., etc. Sauf qu'il dit oui, mais moi j'ai besoin de 2000. Donc vous voyez, c'est à nous de trouver aujourd'hui, encore une fois, ça fait 40 ans que je regarde un petit peu la dégradation du travail en France, du fait que les personnes ne s'épanouissent plus avec leur travail. Et ça, c'est une vraie inquiétude aujourd'hui, de dire, eh bien, c'est pas conjoncturel, c'est structurel, il faut regarder ce qu'on peut déverrouiller au niveau de l'État là-dessus, mais au niveau des entreprises aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est confronté à quelque chose qu'on n'arrive pas à réguler parce qu'on n'a pas les réponses économiques. Il faut s'engager, je vois énormément de jeunes gens qui s'engagent, qui deviennent de véritables tauliers, et en même temps, qui, par moments, on en perd beaucoup. D'ailleurs, si on faisait une étude assez simple, on a quelques chiffres là-dessus. Combien d'élèves qui ont fait un lycée hôtelier vont rester dans cette filière métier? Je veux décevoir personne, mais en métropole, c'est pas terrible. Donc c'est un épuisement face à la difficulté du métier, face au rythme. Alors, je pense déjà, il y a le fait encore qu'il y a encore des gens qui vont à l'école hôtelière parce que ils n'ont pas été pris ailleurs. Donc, c'est un choix par dépit déjà. Je pense qu'il y a un pourcentage important. Après, effectivement, c'est un métier qui est très difficile. La jeunesse d'aujourd'hui, il y a 20 ans, quand on recevait des jeunes, ils nous posaient comme question, quand on leur disait, vous avez des questions, bah oui, quelles sont potentiellement dans l'avenir, quelles sont mes possibilités d'évolution. Aujourd'hui, on vous demande quels sont mes jours de repos et à quelle heure je vais finir. Donc c'est vrai que la mentalité a vraiment changé là-dessus, et je suis d'accord avec ce que dit le chef, c'est que les jeunes aujourd'hui ils vivent pas pour travailler, quoi. C'est pas la priorité. Le travail va leur permettre de s'épanouir, souvent dehors du travail. Donc on en revient au CDI. On m'a fait un CDI, mais je suis prêt à le casser aux premières turbulences venues. Alors justement, on a avec nous Florent Malbranche, qui est donc concepteur, développeur, initiateur, je crois, en 2016, de l'application Brigade, qui est une application, enfin, tu vas nous l'expliquer, pour des travailleurs indépendants du secteur, de l'hôtellerie-restauration, aussi de la santé aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer déjà le principe et puis l'avantage, par exemple, de cette nouvelle mode? On le voit dans d'autres secteurs, hein, c'est pas réservé uniquement à la restauration. L'avantage, par exemple, dans la restauration, sur l'intérim, sur le recours aux extras qu'on pouvait connaître et qui pouvait se pratiquer, quel est l'avantage des nouvelles formes aujourd'hui, comme ça, comme brigade de mise en relation entre employeurs et travailleurs? Merci Johanna, tout le monde. Alors en effet, Brigade voit le jour en 2016 parce que on fait le constat qui vient d'être fait par le chef Marx et par vous aussi d'une certaine façon, qui est du côté des entreprises, il y a un manque de personnel qui est cruel et qui met les activités en danger. Ça, c'est ce qui nous est remonté, c'est que ce sont des entreprises, il faut imaginer, s'il manque un serveur, s'il manque un chef, un sous-chef, un commis en cuisine, c'est potentiellement du chiffre d'affaires en moins, donc ça met l'équation économique du restaurant en difficulté. Et du côté des travailleurs, ce qu'on nous remonte, c'est tout ce qui a été dit là. Le rythme ne me convient pas, j'ai du mal à me projeter dans ma carrière, et la rémunération ne me convient pas non plus. Et donc nous, moi je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années maintenant, donc j'ai quelques projets avant, et ce que j'adore, c'est résoudre des problèmes. Et c'est vrai qu'on s'est penché sur ce sujet en se disant, venant du numérique et du digital, comment on peut aider en fait ces deux parties à se rencontrer à nouveau. Et on a commencé à chercher sans vraiment de grosses convictions. D'ailleurs, on a essayé d'automatiser à l'époque une mise en relation sur du contrat d'extra, sur de l'intérim, et puis ça ne marchait pas très bien. Et c'est vrai qu'on en est venu à se dire, bon, essayons le travail indépendant. Voyons si c'est un moyen de répondre aux attentes d'une nouvelle génération au travail, qui recherche de la liberté, qui recherche de la flexibilité, et si ça répond, d'une certaine façon, à un besoin des entreprises. Et le fait est, c'est que ça a marché. Et donc aujourd'hui, Brigade, c'est tout simplement une plateforme de recrutement qui permet à des entreprises de poster des besoins plus ou moins courts et à des candidats de se positionner dessus
et donc eux de reprendre la main sur le rythme de leur travail et aussi sur avec qui ils vont collaborer. Ça a été pendant de nombreuses années ce qu'on faisait. Plus récemment, on s'ouvre en fait, parce qu'on sait bien que le travail indépendant ne va pas venir répondre à tous les sujets. Et comme le disait Thierry, il y a un vrai sujet de protection sociale derrière et de solidarité avec les autres formes d'emploi. Et ça, on en est parfaitement conscient. Et d'ailleurs, on est les premiers à militer pour que les niveaux de charge, donc l'auto-entrepreneur, c'est l'équivalent de la patente ici, pour que les niveaux de charge soient rééquilibrés, par exemple, entre les deux, ou à l'inverse, qu'on vienne flexibiliser un petit peu plus le contrat d'extra et donc ce qu'on appelle le CDD d'usage dans la restauration, pour qu'en fait on n'ait plus besoin de faire appel à ce statut de travailleur indépendant. Et donc aujourd'hui, Brigade, pour vous dire en 2 mots, c'est à peu près 500 000 recrutements par an. En France et en Angleterre, dans la partie restauration. En effet, on est sur la santé aussi. Et plus récemment, les technologies ayant évolué, on est en capacité de proposer à notre base de candidats donc des missions sous une forme d'indépendant, mais aussi des missions sous une forme de contrat d'extra et d'intérim. Et on s'apprête à lancer aussi le CDI. Les constats qu'on fait sur le marché, juste pour rebondir rapidement sur ce qui a été dit, ils sont très partagés. Il y a un point que le chef Marx évoquait qui m'intéresse beaucoup et qui me tient à cœur, c'est l'évolution. Et je trouve que c'est un bon moyen de montrer l'impact du numérique aussi dans les entreprises de restauration. C'est que par exemple, nous, on a lancé un programme qui s'appelle le programme Évolution, qui permet en fait d'une certaine façon d'automatiser la validation des acquis des candidats. C'est-à-dire quand ils vont travailler, l'entreprise a la capacité de nous dire en fait, cette personne qui est commis, moi je la vois bien passer cuisinier ou chef de partie. Et donc ça nous permet d'affiner les profils comme ça. Et c'est rigolo parce qu'on on est entreprise à mission, donc on fait un comité de mission tous les 3 mois avec plusieurs experts du secteur. Et donc on sortait nos chiffres il n'y a pas longtemps et on voit en fait que les personnes qui rentrent dans ce programme-là, leur rémunération évolue d'à peu près 10% tous les ans, prennent 10% tous les ans, ce qui est du coup beaucoup plus que ce que tu nous partageais tout à l'heure. Et donc je trouve que c'est un impact très clair, très évident, très immédiat du numérique dans des métiers qui en sont quand même, à mon sens, encore un petit peu trop éloignés, même si ça a beaucoup changé ces dernières années. Et donc moi j'encourage énormément le secteur à... oui, il y a des problèmes. Oui, les nouvelles générations, le rapport au travail a changé. C'est vrai, il y a une étude de l'INSEE qui dit qu'en 90, le travail était la chose la plus importante dans la vie pour 70% des gens. Aujourd'hui, c'est 20%. Donc c'est vrai que ça a changé, mais il y a plein de solutions. Le numérique en fait partie. On n'a pas la prétention de résoudre toutes les problématiques de recrutement dans la restauration, mais ce qu'on fait fonctionne plutôt très bien. Et donc... on essaye de discuter. Alors en effet, il y a des désaccords permanents avec les différents syndicats, mais mon but n'est pas de casser... pas de l'égalité. Il y a des désaccords sur aujourd'hui Pardon, mais il y a des désaccords d'illégalité. Je veux bien que vous refassiez... Le numérique, vous avez raison, et je vous ai entendu, et vous avez même reçu chez moi d'ailleurs, pour... trouvé formidable ce que vous dites. Le numérique va très 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 vite, dérégule énormément de choses. Aujourd'hui, et c'est pas vieux, il y a 3 semaines, je recevais le président de l'URSSAF. 60% des gens qui sont auto-entrepreneurs ne payent pas leur charge sociale. C'est un fait, c'est écrit, vous pouvez regarder les chiffres sur Internet, l'URSSAF répond ça. C'est un sujet. Donc aujourd'hui, quand j'ai des confrères qui sont condamnés par l'URSSAF. Thierry, je suis désolé, je vais t'obliger de couper. C'est pas vrai. Alors attendez, on va faire court, parce que je peux vous fournir les chiffres et les condamnations des restaurateurs qui ont été condamnés pour avoir utilisé Brigade. Je vous fournis les chiffres, Monsieur le Président, quand vous voulez, et vous donne les noms des personnes qui ont été condamnées lourdement par l'URSSAF. C'est fou. Dans les couloirs de chez Monsieur Dussopt, quand on lui a expliqué ça, il nous a dit c'est la boîte de Pandore. Point. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. C'est illégal. Il y a une collusion entre, quand vous recrutez quelqu'un, il y a un lien de subordination. C'est la loi qui s'applique. C'est la loi du Code de la sécurité sociale. C'est la loi. Je veux bien que vous changiez les lois, mais aujourd'hui, elle n'est pas faite. Et il y a des gens qui, en métropole, sont condamnés là-dessus. Point. Bon après... Je vous fournis les noms et les chiffres des condamnations quand vous voulez. Le numérique, c'est formidable. C'est en train de déréguler totalement les choses. Vous avez ça
aussi sur le marché de l'hôtellerie avec une concurrence déloyale de ces meublés touristiques. Je veux bien que plus personne ne paye de taxes, que ce soit des niches fiscales, que tout soit merveilleux. J'ai 65 ans, globalement, je m'en fous un peu. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont condamnés. Il y a un lien de subordination entre une personne qui vient travailler dans une cuisine et une personne qui est auto-entrepreneur, et que 60% des gens qui sont auto-entrepreneurs, aujourd'hui en métropole, ne payent pas leur charge sociale. C'est pas moi, c'est les chiffres de l'URSSAF. Vous prenez votre téléphone, vous regardez, et vous voyez les chiffres comme les chiffres que je viens d'évoquer. Et si vous voulez des noms de gens qui ont été condamnés en France pour avoir eu ce lien de subordination avec des salariés, je vous les donne quand vous voulez. Malheureux. Merci Thierry. Au-delà de ces questions-là, sur le débat ici en Polynésie, on n'est pas sur ces problématiques encore directes, même si on a des sujets, enfin le président pourra en parler. Je ne suis pas sûr que vous ne soyez pas sur ces problématiques très très vite. Oui, mais justement, mais au-delà de ça, c'est effectivement, on le voit, et on le voit dans différents secteurs, ces nouveaux modes de recrutement, ces nouveaux modes de rapport au travail, cette montée en puissance du travail indépendant, ce que tu évoquais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que le CDI, même si nous, on a encore en Polynésie un attachement à cette question du CDI, mais que ne soit plus forcément un horizon ou un souhait, c'est vrai qu'on voit que les choses changent, et pour nos entrepreneurs, pour nos professionnels, pour nos internautes aussi, sans doute, j'imagine, c'est des questionnements sur... Voilà, on ne sait pas ce qui est juste, pas juste, c'est pas ici qu'on va faire en tous les cas et qu'on va... C'est pas une question de justice, c'est une question d'appliquer la loi. J'entends, si la loi est libre ici, vous avez parfaitement Thierry, raison. arrêtez, c'est faux, en fait. Déjà, Bon, on est alors pas, c'est faux, on est admettons que c'est faux, je vous prends à témoin et je vous fais parvenir les éléments que je viens d'évoquer sur les personnes qui ont été condamnées. Et moi, je vous fais parvenir mon partenariat avec les URSSAF qui est signé, où 100%... Ah, maintenant, il y a un partenariat avec l'URSSAF. Alors, c'est très nouveau, parce qu'il y a 48 heures, il n'y avait pas de partenariat. Je connaissais au début, donc j'ai vérifié un petit peu les choses, et il n'y a toujours pas de partenariat entre l'URSSAF et vous. Bah, écoutez, je vous sors... Peut-être sur les métiers de la santé, mais pas sur les métiers de l'hôtellerie-restauration, c'est faux. Bon, je vous propose qu'on sorte de ce débat. Non, mais franchement, c'est ridicule. J'ai demandé à ce qu'on ne rentre pas dans ce débat-là. Vous savez qu'on n'est pas d'accord. Absolument pas d'accord. On peut aussi, il y a les gens représentants de l'armée, et dire on peut avoir une armée qui soit de mercenariat. J'ai des directeurs d'hôtel d'hôpital qui nous disent bah oui, c'est formidable d'avoir des gens qui subérisent, mais j'ai un problème de hiérarchie. Et alors là, pour le coup, vous pourriez employer le terme de management. Il y a un souci. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je ne dis pas que c'est qu'on va arriver à ça. Je dis qu'aujourd'hui, en tout cas pour la partie hôtellerie-restauration, nous, en métropole, nous ne sommes pas dans la légalité par rapport à ça. Nous avons tous les jours des gens qui sont condamnés, et notamment un certain nombre qui ont été... C'est faux. Comme c'est enregistré et que c'est en télé, je suis obligé Alors c'est faux. de dire que c'est je faux. mens. Je dis très pas, bien. Thierry, je dis Le pas... président, je vous dis que l'hôtellerie-restauration en métropole, c'est 80 000 hôtels, 1 600 000 salariés, 175 000 restaurants. Bon, Thierry, je parle au nom de ces personnes. Alors excusez-moi, le nombre... Non, mais je veux bien que le numérique soit merveilleux, que tout ça soit merveilleux. J'ai pas de sujet là-dessus, mais en tout cas, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas cette loi sur le lien de subordination entre la sécurité sociale, c'est la loi de la sécurité sociale, et un restaurateur et quelqu'un qui le fait rentrer en auto-entrepreneur. C'est la loi. Bon, c'est faux. Je pense que vos messages, à l'un comme à l'autre, ont été entendus. J'ai accepté cette table ronde. Oui. Je suis né ici, j'ai grandi ici, ma famille est ici, c'est un territoire qui m'est cher. La problématique du tourisme et du recrutement est hyper importante pour l'économie locale. Le sujet des auto-entrepreneurs en métropole, ici, tout le monde s'en fout. Parfait, pas de souci. J'ai un accord de télédéclaration avec les URSSAF où 100% des missions, je pourrais vous le montrer après, 100% des missions réalisées par brigade sont télédéclarées automatiquement aux URSSAF. Donc oui, les chiffres que vous donnez sont bons, sauf que nous ne rentrons pas dedans, et vous le savez. Maintenant, si on peut revenir au sujet qui nous occupe, parce que c'est dommage de gâcher le débat comme ça. On va passer à notre Je ne gâche pas le débat, j'évoque des faits. On va passer... la base du management, c'est d'être dur avec les faits et bienveillant avec les gens. Les faits sont les faits. Moi, j'ai des gens qui ont été condamnés et qui ont eu des gens de chez Brigade chez eux et qui ont été condamnés. C'est la règle, et c'était pas plus tard qu'il y a avant les Jeux Olympiques. Thierry, on ne tranchera pas le débat ici et maintenant. Mais c'est vous qui avez lancé le débat, c'est pas moi. Je vais vous inviter des gens. On évoquait les nouvelles formes que ce soit légal en Polynésie, j'ai aucun souci avec ça. Je trouve ça même merveilleux. Mais à un moment donné, on pourrait en débattre sur la métropole.
Je vous propose de passer la parole à notre président, Moïse Brozerson, Ah, mais avec plaisir. justement en tant qu'autorité publique. On vient le voir, il y a des débats passionnés, des vrais sujets d'inquiétude, bouleversement, d'évolution. Vous fixez aussi, vous, des ambitions de croissance importantes, notamment pour le secteur touristique et donc de l'hôtellerie. Donc une croissance qui passe aussi, on l'a vu, par la formation, par cette question du recrutement des jeunes générations. Du coup, quelle est votre vision? Comment vous voyez ces dynamiques, ces initiatives, ces modernisations et comment on travaille sur ces équations qui sont parfois un peu difficiles? Merci pour cette question. Je vois qu'en cuisine, les plats peuvent être épicés parfois, et c'est très bien. La Polynésie, et c'est souvent le cas, on a un petit temps de décalage au niveau sociologique entre ce qui se passe chez nous et ce qui se passe dans l'Hexagone. C'est-à-dire que les phénomènes qui sont aujourd'hui très aigus dans l'Hexagone, ils vont arriver chez nous dans quelques années. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Si on revient sur l'attachement des Polynésiens en CDI, il se comprend très facilement quand vous allez voir votre banque et vous voulez acheter une voiture, si vous êtes en CDD. Et je peux vous donner des témoignages de ministres, puisqu'un ministre, il est en CDD, qui sont venus me voir en me disant « Boss, je voulais m'acheter une voiture, je peux pas. Je peux pas, j'aurais dû le faire au début du mandat, parce que là, à part une quid d'occasion, je peux rien acheter. » Donc ça c'est pour expliquer un peu l'attachement des Polynésiens au CDI. Ensuite, la problématique des travailleurs indépendants, elle se pose déjà en Polynésie. Il suffit de discuter avec les patrons, de regarder les statistiques de l'ISPF et de regarder le nombre d'entreprises qui n'ont pas d'employés. C'est un peu surprenant. Donc vous êtes une entreprise, vous dégagez un chiffre d'affaires, mais vous n'avez pas d'employés. Ça veut dire que vous n'employez que des patentés. Sauf que, effectivement, on a un peu la même notion, je crois que c'est ce qui existe en métropole. On a le droit d'être patenté et d'avoir des clients. Sauf que si c'est votre client unique et que c'est lui qui fixe à la fois vos conditions de travail et vos horaires de travail, là, on rentre dans ce qu'on appelle le travail déguisé. Je ne juge pas ce qui se fait avec votre application, mais en tout cas, on a aussi cette problématique, puisque tous ces patentés qui, finalement, sont en situation de travail déguisé, ils existent. On a évalué le nombre, et c'est aussi important dans les comptes sociaux, parce que ce sont des gens qui ne cotisent pas forcément au même régime et qui n'ont pas forcément les mêmes prestations en sortie. Bon, voilà, ça c'est juste sur ces deux éléments-là. Maintenant, sur la problématique du recrutement dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Je pense que déjà les choses se posent différemment suivant qu'on a une roulotte, un petit snack à Takoumé, ou qu'on ait un resto comme le Maru Maru ou un hôtelier. Je pense que les contextes sont un peu différents. L'attractivité des métiers est aussi différente, parce que la typologie des métiers suivant ces situations va être différente. Dans tous les cas, il y a une nécessité, effectivement, de formation. Je crois que même le roulotier qui a ses employés, il a besoin qu'ils sachent travailler. Donc cette problématique de formation, elle se pose quels que soient dans tous les cas de figure. On a, j'estime, la chance d'avoir notre école hôtelière, d'avoir également d'autres filières qui existent dans d'autres établissements. C'est tout l'intérêt pour nous d'avoir le campus des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, c'est de pouvoir créer comme ça. Alors c'est un mot qui était très à la mode dans les années 90, cette synergie entre le monde de l'entreprise et les organismes de formation, mais c'est réellement essentiel. C'est réellement essentiel. Je vois qu'aujourd'hui, il y a nos amis militaires qui sont là, je suppose que vous représentez le RSMA. Voilà, donc on a des acteurs comme le RSMA, avec des initiatives à Hao, par exemple, où il va y avoir cette espèce de petit hôtel d'application qui est en train de se construire, j'imagine. Il faut multiplier les possibilités de formation.
Et il faut faire en sorte, après, de se préoccuper de la perspective des employeurs, des recruteurs. On a ce vieux débat avec les patrons du coût du travail. C'est des choses dont on discute. On a mis en place, là récemment, on a réformé le système des aides à l'emploi. Alors, il est plus ou moins satisfaisant. Il sera certainement amené à être révisé en cours de route, puisque nous, notre philosophie, c'est de dire les choses ne sont pas figées dans le marbre. À un moment donné, on met en place un dispositif et ensuite, avec les partenaires sociaux, on l'adapte parce que voilà, le monde évolue. Il faut adapter ces dispositifs. Par rapport aux objectifs du tourisme en Polynésie, alors on a, nous, dans notre programme politique, vous savez, quand on est en campagne, si on a un message, j'allais dire, trop complexe, personne ne le comprend. Donc il faut fixer des choses assez simples. Donc nous, on a fixé un objectif de 600 000 touristes. Nos prédécesseurs avaient fixé cette limite à 300 000, donc on vient doubler la mise. Dans les discussions qu'on a, aussi bien avec nos services, par exemple l'Agence de développement économique, et en ce moment avec un organisme qui est KPMG Hospitality, à qui on a commandé une étude sur le schéma d'hébergement terrestre et maritime, on se rend bien compte que ça ne veut pas dire grand-chose, 600 000 touristes. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, ce n'est pas le nombre de touristes, c'est le volume d'activité économique que ça représente. Donc l'objectif réel en matière touristique et macroéconomique, c'est de dire la situation aujourd'hui, elle génère telle quantité de richesse. Notre objectif, c'est de doubler cette quantité de richesse. À la limite, si demain, avec 301 000 touristes, on arrive à doubler la quantité de richesse, ce sera encore mieux, puisque l'impact environnemental sera moindre. Parce que plus on a de touristes, évidemment, et plus l'impact environnemental suit. Mais que ce soit 600 000 ou 400 000, il y a des chiffres qu'on ne peut pas éviter. Il faudra qu'on augmente le nombre de clés. Alors cette augmentation, ça varie entre 4 000 et 10 000, suivant la manière dont on l'envisage, suivant la typologie des établissements. Mais dans tous les cas, dans ces établissements-là, il y aura besoin de personnes qualifiées, motivées, dans les métiers qui sont les vôtres. Et je pense que pour moi, il y a une question qui est vraiment fondamentale, c'est la question de l'image de ces métiers. Et tu as raison de dire que pendant des années, et encore un peu aujourd'hui, on allait au lycée hôtelier parce qu'on n'avait pas réussi à faire autre chose. Mais je pense que c'est de moins en moins vrai. Moi, j'ai eu l'occasion de faire l'ouverture des BTS donc à l'école hôtelière. Les questions qui m'ont été posées par des jeunes, mais qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Et comme tu l'avais dit ce matin très joliment, qui ont trouvé quel est leur projet de vie. Et je pense qu'à partir du moment où on arrive à faire changer l'image des métiers de la restauration et de l'hôtellerie suffisamment, d'une part, d'autre part, à créer pour les employeurs les conditions, finalement, pour qu'ils aient envie d'employer. Et là, on va entrer dans des considérations de flexi-sécurité. Hein, c'est ce genre de discussion qu'il faut qu'on ait. Et puis aussi, ça a été souligné, s'interroger sur toutes les questions de mobilité, de logement. Parce que, voilà, quand vous ne pouvez pas vous loger, on va prendre l'exemple de Bora Bora. J'espère que, Tavana, si tu nous écoutes, désolé, hein, mais nous, dans l'administration, on n'arrive plus à envoyer des fonctionnaires à Bora. On a parfois des services qui nous disent on a besoin de renforcer nos services. On essaye d'envoyer des gens, mais ils ne trouvent pas de logement. Enfin, si, mais à 400 000 le mois, quoi. Donc, on a aujourd'hui un souci de ce côté-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, je crois qu'à Bora, il a fixé la limite sur le nombre de clés, donc ça va plutôt se stabiliser. Mais la question va se poser dans tous les nouveaux établissements qui vont se construire dans les années qui viennent. On ne pourra pas juste, si on est investisseur, se dire je vais faire un hôtel et puis mes employés vont se débrouiller.
Non. Il faudra se poser la question de ce qu'on appelle les staff resorts, de créer les conditions pour que, à chaque fois qu'on ouvre un hôtel, les conditions de vie de ceux qui vont venir travailler ne soient pas la dernière roue du carrosse. Parce qu'un employé qui est heureux de venir au boulot le matin, je pense que le touriste qu'il a en face de lui, il le voit. Voilà. Malolo, merci. Vous parliez de mobilité, il y a aussi un autre aspect peut-être qui rejoint aussi la question du middle management que tu avais évoqué. On sait que dans ces métiers, dans la formation, le chef Marx nous avait parlé également de son parcours et donc de ses pérégrinations dans ses jeunes années, notamment en Asie, en Australie ou ailleurs. On sait que pour acquérir une expérience, pour acquérir un savoir, ce sont des métiers aussi où cette mobilité internationale est souvent conseillée, recommandée. Et donc du coup, est-ce qu'on arrive aujourd'hui, selon vos expériences, au niveau de l'hôtellerie, mais aussi pour TAO, est-ce qu'on arrive à voir revenir des jeunes qui ont fait ce cheminement d'aller se former à l'extérieur, d'aller monter peut-être en niveau, en gamme, en compétences à l'extérieur? Est-ce qu'on les voit revenir au bout d'un moment? Alors, je ne peux pas vraiment répondre à ta question parce que je n'ai pas d'exemple précis. Par contre, ce qui est clair, c'est que nous, les professionnels, quand on est consultés, on dit que dans nos métiers, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, c'est la pratique de l'anglais, qui est aujourd'hui devenue indispensable. Et trop souvent, on est confronté on reçoit des candidats qui ont l'envie, qui ont le potentiel, qui ont la bonne mentalité pour travailler dans nos métiers, mais ils n'ont pas l'anglais. Donc ça, c'est un frein. Donc la pratique de l'anglais, c'est fondamental. Et effectivement, dans toutes les formations qui sont faites, on suggère et on recommande vivement qu'il y ait au moins un stage qui se fasse en dehors de la Polynésie pour voir ce qui se passe ailleurs et revenir riche d'autres connaissances. Après, moi personnellement, dans mon parcours ici, j'ai pas vu de Polynésiens qui ont travaillé à l'étranger, qui sont revenus après. Ce qui est fondamental, justement, nous, dans nos entreprises, parce qu'on a du mal à trouver du middle management, en fait, c'est nous qui les formons. C'est-à-dire, voilà, enfin, je parle personnellement pour moi, quand je détecte dans mes équipes des gens qui ont d'abord la bonne mentalité, parce que ça s'apprend pas, tu l'as ou tu ne l'as pas, et après c'est à nous de les former pour les mener plus haut. Moi, la moitié de mes managers polynésiens, ils n'ont pas commencé à ce poste-là, ils ont commencé très bas et on les a accompagnés. Ça, c'est notre métier de former les gens pour les accompagner. Mais il faut que la base soit bonne à l'origine. Peut-être juste donner deux contre-exemples, puisque moi j'en ai rencontré au moins deux en 1 an et demi. L'un d'eux était directeur d'hôtels, de grands hôtels à l'étranger, et est revenu il y a à peu près 1 an. Il a exercé à Bora et aujourd'hui il est sur Tahiti. Et le second que j'ai eu l'occasion de rencontrer était chef du protocole d'un très très grand groupe international et travaille aujourd'hui pour le groupe Aranui. Donc voilà, ça existe aussi. Et quand je les ai interrogés, parce qu'on les avait rencontrés à Paris, on avait organisé lors d'un de mes déplacements une soirée des talents polynésiens où il y avait un gars qui était directeur administratif et financier du Cheval Blanc, là, le super resto que je n'ai jamais goûté, mais il y en avait un autre qui était responsable technique d'un hôtel dont j'ai oublié le nom, Mandarin Oriental, je crois, à Paris. Voilà, des Polynésiens qui ont fait des trucs sympas, qui font des trucs sympas, et tous nous ont dit la même chose. Ils nous ont dit, d'ici quelques années, on va revenir au Fénois. Et ça, c'est bien. Théo, sur cette question de la mobilité internationale, tu as un point de vue, un regard, un témoignage? Non, moi je trouve que c'est enrichissant, c'est sûr, d'aller de voyager, d'acquérir de l'expérience à l'étranger. Et c'est toujours bénéfique pour revenir avec certaines compétences au pays. Après, j'encourage les jeunes à le faire, c'est ce qui est préférable. Mais le problème, c'est qu'on est un pays insulaire. C'est que regarder plus loin que le récif, des fois c'est compliqué pour la jeunesse. J'étais dans ce cas à l'époque. Moi, j'habitais en face d'une passe, la passe Toahutu, qui est en face de Huaini.
à part regarder Huayni, je n'avais pas d'intérêt de regarder plus loin, quoi. Et bon, après, la force des choses, enfin, la vie a suivi son cours et j'ai eu un parcours différent. Mais c'est sûr que tous les jeunes où je détecte un potentiel, en tout cas ceux qui viennent en stage chez moi, où je détecte un potentiel, j'ai une discussion avec eux, dit d'avoir une ouverture d'esprit. Et la meilleure façon d'avoir une ouverture d'esprit, c'est de parcourir le monde. Je trouve que le monde est beau et vaut mieux voir le monde comme, enfin, le vivre en fait, le parcours d'une vie, de parcourir le monde et rencontrer des personnes. Et après, pourquoi pas revenir ici et faire ça et enseigner ça à un autre jeune qui passera sa main, enfin, ainsi de suite jusqu'à... Non, ce qui est intéressant dans ce qui est évoqué, et ce que vient d'évoquer le président, c'est aussi de développer, moi je me souviens du travail au cabinet de Muriel Pénicaud, d'avoir beaucoup travaillé pour que les apprentis dans différents métiers aient un accès beaucoup plus facile à Erasmus, donc ce qui leur permet de se projeter à l'extérieur de leur lieu de naissance finalement, ou dans le lieu où ils aiment être, pour effectivement maîtriser cette langue anglaise, maîtriser d'autres approches métiers et de revenir et de construire aussi le middle management et le top management quand ils reviennent. Ça me paraît important. Et puis, une autre chose me paraît aussi très important, et c'est ce qu'on évoquait avec le proviseur du lycée professionnel hier, c'est de dire on peut rentrer dans ces métiers comme par la porte de la cuisine, par la porte des métiers du service, par la porte des métiers de l'hébergement, mais quand on voit des grands hôtels se développer, on s'aperçoit que c'est près de 35 métiers différents. Donc leur dire, c'est pas parce que vous faites le lycée hôtelier que vous allez être assigné toute votre vie au statut des métiers du food and beverage ou de l'hébergement, mais vous avez dans ces métiers de l'hôtellerie et du tourisme tout un parcours d'épanouissement dans lequel on peut là aussi vous accompagner. Donc ça veut dire que là aussi, quand on développe des compétences métiers, on a intérêt... c'est le travail... Moi, j'étais formé chez les Compagnons des Devoirs. Le but, la base, c'était quand même de faire un tour complet pour valider nos compétences métiers avec de la diversité métier et ne pas nous croire assignés simplement à une spécialisation. Ça, c'est très important parce que, effectivement, c'est évoqué par des millions de gens, mais le fait d'avoir un métier pour une vie, plus personne n'y croit. Depuis que Bill Gates a dit on aurait au moins 10 métiers, je crois, dans notre vie, tout le monde a admis ça et qu'on avait cette envie d'évolution, y compris de sortir d'une complexité métier qui fait qu'on a moins de vie sociale quand on a une coupure l'après-midi, qu'on travaille à déjeuner et à dîner, où on est à un rythme un peu différent et que par moment dans sa vie, on veut passer sur un autre rythme. Donc l'importance de montrer, qu'il faut effectivement à l'extérieur, et que la palette métier, et dans l'univers du tourisme, elle est beaucoup plus large que celle de dire vous serez ou cuisinier, ou serveur, ou dans les métiers de l'hébergement. Aujourd'hui, quand je regarde tout ce qu'on peut proposer en termes de diversité métier dans nos activités, il y a quand même, y compris sur l'impact environnemental, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de compétences dont on a besoin. On a parlé beaucoup de recrutement. On a moins parlé de management. Il y a une espèce d'idée reçue, peut-être, que le travail de l'hôtel, de la restauration, particulièrement, pouvait s'avérer être générateur de tension, être assez dur, qu'en cuisine, les choses étaient assez verticales, dirigistes, autoritaires, et que peut-être aujourd'hui, dans les aspirations aussi des nouvelles générations, dans les nouveaux modes de management qui peuvent être pratiqués, ces choses-là évoluent beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Est-ce qu'on dirige une cuisine et une brigade de la même manière aujourd'hui qu'on le faisait il y a quelques années ou quelques décennies ? Non, bien évidemment, et je crois que tant mieux que c'est changé. Il y avait par moments si on reprend tous les écrits qu'on a pu voir et même ce qu'on a pu vivre, les gens de ma génération, dans une cuisine, c'est plus du tout tolérable ni acceptable. Ce qu'il faut accepter de comprendre aussi, c'est qu'il y a un déficit de formation sur le management. Et il a fallu qu'à un moment donné, dans ma propre carrière, si je ne croise pas la route de quelqu'un qui va me dire « Ok, j'admets que vous êtes un bon artisan, mais je ne suis pas sûr que vous soyez un très bon manager. Et que si je ne suis pas cette voie-là de me reformer
et de me former et de monter en compétences sur le management, je fasse la même carrière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut intégrer cette notion du management très 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 tôt dans la formation métier. Un cuisinier tout seul dans sa cuisine, il n'ira pas très loin. Donc il faut qu'il s'habitue à travailler avec les autres, de trouver de la cohésion, et ça se travaille. Et c'est vrai que je constate, tous les établissements que je vois au travers de la formation professionnelle, on est surdou, on est bien souvent le mieux disant, mais dans l'application, à gérer cette tension très ponctuelle. Le flux client est très précis. Vous avez un service le midi qui est un service en entonnoir, où il faut régler un flux de clients avec une pression qui est excessive, et le soir, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'il faut faire une formation managériale, que ces jeunes gens apprennent à déléguer sans mettre une pression excessive, etc. Et je vous l'accorde, c'est quand même des parcours à créer dans nos écoles, lycées professionnels, CFA, et notamment, je dis ça parce que je trouve que ça apporte beaucoup, remettre de l'éducation physique dans le parcours de formation. Je suis attristé de voir le déficit de conditions physiques de beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices, et de ne pas remettre l'idée de la cohésion du groupe par un parcours d'éducation physique au CFA, au lycée professionnel, mais à l'université aussi. C'est-à-dire qu'on en parle souvent avec Raphaël, on voit des jeunes gens universitaires où il n'y a plus du tout de cours d'éducation physique, or que les chemins de loyauté, ce qu'on appelle les chemins de loyauté, se créent bien souvent autour de l'effort et de la transpiration, finalement, collective. Et je pense que ça aide beaucoup les jeunes futurs managers à trouver de la cohérence et de la cohésion dans l'aspect managérial. On l'oublie, c'est dommage, parce que ça permet, avec des retours d'expérience, d'expliquer pourquoi on marque des buts ou pourquoi on n'en marque pas, pourquoi on est bon sur un tatami, pourquoi on ne l'est pas, etc., etc. Mais de créer ce collectif me paraît très important, en dehors de la simple fonction managériale métier. Et je pense qu'il faut apprendre ça très tôt, parce que la cohésion d'un groupe, c'est quand même dans l'effort physique global. Maruru. Est-ce que nous avons parmi vous des personnes qui souhaiteraient poser des questions? On a évoqué pas mal de sujets différents. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires qui... Oui, là-bas. Est-ce qu'on peut apporter un micro à... Bonsoir, bonjour tout le monde. Moi, c'est Camille Henriette. Je suis non-voyante et je suis présidente de la Fédération Tenuoteuma et de la Fédération polynésienne des sports adaptés en e-sport. C'est très agréable de vous écouter. On apprend beaucoup de choses. Je voulais juste vous rappeler que le CESEC vient de sortir une autosaisine sur l'entrepreneuriat. Les entreprises, là, parce que il y a beaucoup de soucis à ce niveau ici aussi en Polynésie, donc on a sorti une autosaisine. Mais ma question, c'était pas ça. Ça, c'était juste une information, parce que je vous ai entendu là, vous battre un peu au niveau de tous ces dossiers en France, là, pour les auto-entrepreneurs et tout ça. C'était juste pour vous informer qu'il est super le document qu'on a sorti, et je fais partie aussi du CESEC, de la société civile. Alors, ma question, c'est pour le monsieur au début qui a présenté les statistiques. Alors, c'est vrai qu'au sein de notre fédération, que nous, on est beaucoup axés sur le bien-être des personnes handicapées. J'ai beaucoup écouté et je n'ai rien entendu par rapport aux salariés reconnus travailleurs handicapés. Dans tous les chiffres que vous avez cités, est-ce qu'il y a un petit pourcentage pour nous là-dedans? C'était un peu ça. J'aimerais bien savoir, voilà, la place des travailleurs handicapés, parce qu'avec les centres de formation ici en Polynésie, nous avons fait des super formations, et grâce à ces formations, nous avons plusieurs personnes handicapées qui ont été embauchées dans les hôtels. Et pas dans les plus petites, hein, ceux qui ont plein d'étoiles. On en a là-bas des personnes handicapées
et aussi dans d'autres restaurants. Bon, c'est vrai, il ne faut peut-être pas faire l'amalgame, il ne faut peut-être pas en parler, mais nous, on aimerait savoir, il y a combien de pourcentage par rapport aux personnes reconnues travailleurs handicapés dans le monde du tourisme. Et je voulais quand même juste rajouter, pour nous aussi, le transport, ça reste un très, très gros problème. Parfois, on veut embaucher des personnes handicapées. Et bien, le gros souci, qui va le ramener le soir Et c'est bien comme avant. Je me souviens, à Bora, il y avait les chambres pour les travailleurs aussi. Et je n'ai pas compris pourquoi ils ont supprimé tout ça. Ce serait bien aussi, ici à Tahiti, qu'on pense à héberger en même temps certains salariés. Merci de m'avoir écouté. Merci Henriette. Maruru. Alors avant de laisser la place et la réponse sur ces questions, je suis désolé Henriette, mais dans les statistiques de l'Institut de la statistique de l'ISPF, il n'y a pas effectivement, j'ai pas eu la précision dans les salariés qui étaient notés là, si certains d'entre eux avaient une mention travailleur handicapé ou pas. Donc je vais essayer de me renseigner et j'essaierai par le biais du campus peut-être de revenir vers toi et de préciser ce sujet-là et avoir des données plus précises. Alors moi, au nom des hôteliers, je veux bien intervenir sur ce sujet. Nous, bien entendu, on n'a aucun problème à employer des travailleurs handicapés. D'ailleurs, sur l'île de Tahiti, la plupart des hôtels arrivent à respecter le quota qui nous est demandé. Par contre, là où ça pose problème, c'est que, par exemple, à Bora Bora, il n'y a pas sur l'île assez de travailleurs potentiels handicapés pour qu'on puisse remplir les quotas. Ça peut être la même chose à Rangiroa ou autre. Donc, il y a aussi un frein à ce niveau-là. C'est que souvent, il n'y a pas les travailleurs disponibles sur l'île pour qu'on puisse les embaucher. Voilà. Moi, dans l'hôtel où je travaille, le quota est rempli. On a même une personne aussi qui est en train de perdre la vue et qui voit plus grand-chose. Et on a adapté un poste de travail exprès pour elle pour qu'elle puisse continuer à travailler. Voilà. Simplement par rapport à la réglementation qui existe. Alors c'est vrai, comme toutes les réglementations, elle est imparfaite. Il y a toujours des choses qui ne rentrent pas dans les cases. Une des difficultés qu'on nous a souvent soulevées, et c'est des employeurs qui veulent embaucher les personnes handicapées, c'est effectivement l'adaptation des postes de travail. C'est de dire, moi, je veux bien embaucher la personne, mais il faut que je rende son chemin d'accès, son chemin de travail adapté à sa condition, il faut que son poste soit adapté à sa condition, et aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'aide pour faire ça. Donc ça, c'est des mécanismes sur lesquels on est en train de travailler avec notre délégué interministériel au handicap. Et puis, il y a également, tu l'as souligné Henriette, et je te remercie, la question du transport. C'est très compliqué. Vous êtes un travailleur handicapé, vous voulez vous acheter une voiture adaptée, c'est la croix et la bannière. Nos concessionnaires aujourd'hui ne sont pas intéressés par ce marché. J'ai un service qui dépend directement de moi qui s'appelle la DDC, la Délégation au développement des communes, qui gère des demandes de subvention des communes. Alors parfois c'est pour acheter des SUV pour les pompiers, ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin non, c'est pas n'importe quoi, c'est des demandes variées. Et j'ai un exemple très précis puisqu'on l'a examiné au précédent Conseil des ministres. On a dû proroger en fait une subvention qu'on a accordée à la mairie de Pire-Air. Et je le dis parce que c'est pas faute pour la mairie d'avoir essayé. Elle avait fait une demande de subvention pour un véhicule de transport en commun, un petit bus, mais adapté aux personnes handicapées. Et elle a lancé l'appel, elle n'a pas eu de réponse. Donc on est obligé de prolonger finalement cet octroi de subvention. Et on va engager la discussion avec nos concessionnaires. Je ne jette pas l'opprobre sur les concessionnaires, ils ont des contraintes économiques qui leur sont propres. Je sais qu'en France, il existe des équipementiers, parce que c'est pas les grandes marques, c'est pas Renault, Peugeot, etc., qui a une ligne de véhicules adaptés. Ils confient les caractéristiques de leurs véhicules à des équipementiers qui, eux, ensuite proposent un catalogue de véhicules. Et ces équipementiers, aujourd'hui, ne sont pas en relation avec
nos concessionnaires. Donc il faut qu'on arrive à mettre ça en place. Merci pour cette question parce qu'elle est remarquable et elle touche directement le travail sur l'inclusion dans le monde de l'entreprise. Bien sûr, des personnes handicapées, donc il y a le mot affreux, quota, qui est horrible, mais qui au moins marque un petit peu les choses. Alors pour les grandes entreprises, eh bien, on peut mettre en place des postes aménagés pour des personnes en situation de handicap. C'est ce qu'on a fait dans des grands groupes hôteliers pour des petites TPE ou PME, enfin des TPE ou des PME. C'est plus compliqué des fois sur le fait de recevoir en situation métier des personnes en situation de handicap et de mesurer de quel handicap la personne est porteuse. Et ça, c'est des sujets très importants. Et puis de rajouter que nous travaillons aussi beaucoup pour le monde de l'entreprise à faire en sorte que nous ayons un moteur d'inclusion extrêmement fort. C'est-à-dire d'avoir 5-10% d'inclusion. C'est ce que nous faisons avec un traiteur parisien dans l'économie du luxe, qui s'appelle Traiteur T, dans le groupe SOS, de mesurer combien une entreprise peut avoir de personnes handicapées, de personnes éloignées d'un projet métier, donc très éloignées de l'emploi, comment on peut mettre en place dans des croissances d'entreprise, que nous appelons des croissances en conscience, en mesurant l'impact social et l'impact environnemental. Et c'est vrai qu'on a un peu de retard sur le handicap dans nos entreprises de l'hôtellerie-restauration, et que force est de constater que, par exemple, que l'engouement pour les Jeux paralympiques a fait prendre conscience à énormément de gens dans le public de se dire « Ah ben oui, on a une société qui se trouve avoir des gens en situation de handicap, mais qui sont quand même, malgré leur handicap, extrêmement performants. » Donc ça a ouvert les yeux un petit peu au monde de l'entreprise, et notamment de l'hôtellerie et restauration, pour accompagner un peu mieux ces développements. Mais il est absolument nécessaire de mettre des postes aménagés, et aussi de se dire « Je recrute une personne en situation de handicap », pas pour être dans le quota, mais aussi pour permettre à cette personne de continuer son épanouissement métier malgré ce handicap, mais de monter dans la hiérarchie de l'entreprise. C'est pas aussi simple que ça a l'air. Il y a vraiment un besoin d'une dynamique assez forte de la hiérarchie pour que ce système fonctionne et qui se règle au quotidien, pas simplement pour répondre à un phénomène de quota. Du volontarisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Monder Sali, je représente l'UPF, en fait, le programme, le bachelor tourisme. Alors, j'ai une question concernant, justement, on parlait tout à l'heure de pouvoir envoyer des jeunes en stage ou à l'étranger. Et ma question est que, par exemple, cette année, j'ai 5 étudiants qui souhaiteraient partir passer un stage en Nouvelle-Zélande. Mais la bourse Erasmus ne s'applique pas au contexte de Nouvelle-Zélande et Australie. Alors, je sais que le président Macron a parlé d'un Erasmus Pacifique quand il était au Vanuatu. C'est Catherine Riss, la présidente de l'UNC, qui m'a informé. Elle était avec lui dans l'avion présidentiel. Et puis, ils ont parlé de ça. Mais rien ne s'est passé depuis. Et c'est difficile de pouvoir placer des étudiants en Nouvelle-Zélande. Par exemple, j'ai pu le faire il y a 2 ans, puisque j'ai passé 20 ans à Victoria University of Wellington, donc je n'avais pas de problème pour trouver des stages. Mais à ce moment-là, j'ai pu, par le Fonds Pacifique, décrocher un financement pour ces étudiants. Mais pour pouvoir envoyer 5 ou 10 étudiants en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'ai besoin de 2 choses. Peut-être, chef Marx, vous avez des connaissances et un network d'hôteliers français ou autres qui travaillent dans des grands hôtels en Australie ou en Nouvelle-Zélande, français ou autres, qui pourraient éventuellement nous aider. Parce que le problème, c'est que j'ai envoyé des étudiants, c'était à Auckland. Et 3 étudiants étaient dans un hôtel où il y avait beaucoup de clientèle de Polynésie française. Donc, ils n'ont pas vraiment beaucoup pratiqué l'anglais. Et donc, ça serait mieux que ça soit dans d'autres villes. Mais je n'ai ni le network pour trouver des placements, ni l'argent, parce qu'à l'UPF, on me dit on n'a pas de financement
pour envoyer des étudiants en Australie, en Nouvelle-Zélande. On peut seulement les envoyer en Europe. Voilà, merci. C'est une mission directe pour le campus des métiers et des qualifications, me semble-t-il. Tu voulais réagir? Oui, non, mais c'est... Mais on s'est beaucoup parlé là-dessus tous les deux. Et c'est vrai qu'au cabinet de Muriel Pénicaud, on a beaucoup travaillé pour un élargissement de l'Erasmus. Les zones de turbulence politique, des fois, ralentissent un peu les bonnes volontés. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais croyez-moi, on va y travailler avec les fédérations des métiers. Et on en parlait, on évoquait ça ensemble. Nous avons beaucoup œuvré pour les WorldSkills. Avant, les WorldSkills se passaient à l'international. Et aujourd'hui, cette année, on a eu la chance d'avoir les WorldSkills à Lyon et de faire constater à nos hommes et femmes politiques toute l'importance du travail manuel, toute l'importance de nos métiers sur le plan planétaire. Et je pense qu'il y a une prise de conscience assez forte là-dessus et j'ai bon espoir que l'on avance. Mais je vais reprendre une phrase d'Éric Orsena. J'étais dans une conférence un jour avec Éric Orsena et il y avait un parterre d'hommes et de femmes politiques et pour clore son propos, il a dit « J'aimerais quand même qu'avant de briguer un mandat politique, que nos hommes et femmes politiques fassent au moins 3 années d'Erasmus. » Donc j'ai bon espoir que ces mots soient entendus. Effectivement, aujourd'hui, la commercialisation de notre métier est planétaire. Nous avons besoin de jeunes gens qui aient une vision extérieure à leur propre territoire. Et ça, on n'y peut rien. Mais il faut mener le combat. Il faut que les OP, les organismes professionnels, militent pour cela. Il faut que l'éducation milite pour ça. Et tous les acteurs du monde de l'entreprise se disent c'est extrêmement important. Si on veut que nos jeunes aient une vision beaucoup plus large de leur métier et de leur épanouissement et de l'épanouissement de leur propre pays, il faut travailler sur cette notion d'Erasmus. Et par contre, si je peux vous aider en termes de chaîne hôtelière installée en zone Australie ou Nouvelle-Zélande, je le ferai bien volontiers. J'ai passé quelques années à Melbourne et à Sydney et on a encore quelques contacts là-dessus et qui ont une vraie attractivité à prendre des jeunes gens plutôt bien formés, volontaires. Et c'est important. J'ai parlé d'engagement hier, ça a été rapporté à l'instant. Vous savez, pour un jeune, un engagement, quitter le foyer familial, quitter la zone de formation, c'est une projection compliquée, ça lui servira, mais il a 80% de compétences qu'il a appris sur le terrain localement, et il a 20% d'incertitude d'aller chercher quelque chose ailleurs. Et donc cette peur, il faut qu'il la franchisse, et c'est à nous de l'aider à le franchir pour que, évidemment, ça devienne des managers expérimentés et planétaires. Une dernière question, intervention. Allez, devant. Si vous allez vite, on peut en faire 2 vite. 2 alors, allez. Bonjour, merci. Moi, c'était plus une question formation. Je sais qu'ici, en Polynésie, et j'en suis vraiment ravie, maintenant, on a développé l'apprentissage. Donc en restauration, en pâtisserie, en chocolaterie, donc ça c'est très bien. J'ai une question par rapport au rythme que devrait avoir un apprenti. Alors moi je suis issue de l'apprentissage en métropole, mais aussi en cours à temps plein. J'ai vu les avantages de l'apprentissage en entreprise. Est-ce que, chef Marx, vous auriez des recommandations pour justement cette durée de ce laps de temps en entreprise par rapport à l'école, parce qu'ici c'est 2 jours par semaine en entreprise et le reste à l'école. C'est pas forcément bien organisé, l'élève n'a pas forcément l'occasion de finir la tâche qu'il a commencée. En pâtisserie notamment, c'est vraiment vous le savez, hein, on ne fait pas toujours tout le même jour. Donc est-ce que vous auriez des recommandations pour nous aider à améliorer en tout cas le système d'apprentissage polynésien ? Est-ce que j'ai des recommandations ou peut-être un regard sur la formation professionnelle ? C'est vrai que je pense qu'il faut la décloisonner, la débunkérisser et de retrouver du sens à la formation. Alors je ne dis pas que j'ai toute la réponse, mais je m'aperçois d'une chose aujourd'hui, c'est que nous avons 2 cerveaux. Un dans notre boîte crânienne et un dans la poche arrière. Donc,
je ne vais pas dire du mal du digital, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aujourd'hui. Donc, j'ai réduit considérablement la formation métier en pratique, et puis je m'appuie sur d'autres compétences que peut avoir la personne en formation. Je m'explique, pour être plus clair, je prends le CAP de cuisinier. Vous voyez, c'est un CAP qui peut vous paraître compliqué, bien souvent qu'on donnait avec 2 années de formation. Globalement, pour moi, un CAP de cuisinier, c'est 12 semaines. Qu'est-ce que c'est qu'un CAP de cuisinier? Geste, feu, temps. Maîtrise de la coupe, maîtrise du feu, la cuisson et le temps. Le temps, la saisonnalité, mais le temps pour faire. 3 points. Ensuite, 4 grandes cuissons des œufs, 4 grandes cuissons des poissons, 4 grandes cuissons des viandes, 4 grandes cuissons des légumes et 5 desserts du patrimoine culinaire français. En 12 semaines, vous bouclez ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi, de nouveau, rationaliser les choses pour se dire on se forme plus vite aujourd'hui qu'on ne se formait il y a quelques années. Et ça permet des montées en compétences beaucoup plus rapides dans les filières métiers. Donc, il faut bien regarder toutes ces formations, les rationaliser. Je prends la formation en boulangerie ou je prends la formation en pâtisserie, eh bien, c'est à peu près la même chose en termes de compétences métiers. Après, il faut aussi que la personne qui se forme puisse monter en compétences et qu'elle puisse se repluguer quand elle en a besoin sur des modules de formation pour monter en compétences. Mais je crois qu'il y a tout un univers à de nouveau rationaliser pour que les gens évoluent plus vite dans ce secteur d'activité. Et ça, on a su le faire dans la formation dans l'économie sociale, par exemple. On a énormément de centres de formation dans l'économie sociale où on a rationalisé tout ça. Et c'est vrai que de temps en temps, il faut retravailler avec les CFA, les lycées hôteliers, pour leur dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite sur certains diplômes, notamment des diplômes de base, pour pouvoir monter plus vite en compétences. Effectivement, et ça c'est mon humble avis, il y a un sujet là-dessus. Souvent la formation est beaucoup trop longue et la découverte de la pratique en milieu entreprise arrive beaucoup trop tard. Or qu'en CFA, par exemple, eh bien, on n'a pas cette problématique, on a une vraie alternance et le rythme métier est très vite approché. Donc vous voyez, c'est des regards qu'il faut avoir. Il faut les avoir posément, sereinement, avec les gens qui s'occupent de l'éducation et des lycées hôteliers et lycées professionnels. Et puis de regarder ça avec le monde de l'entreprise, comment on peut trouver un terrain d'entente là-dessus et qu'il n'y ait pas de combat de coq qui ne sert à rien sur ce domaine, mais au contraire, trouver des solutions pour fluidifier un petit peu cette accessibilité à la formation professionnelle très tôt. Moi, je trouve qu'un CAP entre 15 ans et 17 ans, c'est très intéressant. Et puis ensuite, les montées en compétences qui peuvent se faire par des modules beaucoup plus courts, beaucoup plus efficaces. Encore une fois, c'est presque une réforme, et ce qui nous éviterait peut-être de perdre trop de gens en fin de cycle sur 2 ou 3 ans, qui finalement très peu d'expérience en entreprise. 3 ans après mon parcours en milieu scolaire, je découvre le monde de l'entreprise avec le rythme de l'entreprise. Et bien finalement, ce secteur d'activité ne me convient pas. Donc je pense qu'il y a des choses à revoir là-dessus. Bon, je pense qu'on est assez nombreux à s'entendre sur le fait de regarder ça en élevant un peu le débat, sans qu'il y ait de conflit là-dessus, mais ça fluidifierait un petit peu l'accessibilité à la formation professionnelle pour peut-être plus de gens. Mais c'est dommage de s'apercevoir que quelqu'un n'est pas fait pour ce métier ou qu'il se croit et qu'il se dit finalement c'est pas pour moi et qu'on s'en aperçoive 3 ans après. Surtout pour des gens qui, ça a été évoqué, qui par défaut ont choisi une formation en lycée hôtelier. Or qu'on aurait pu... Parce qu'on a, et je termine mon propos là-dessus, quand on parle de formation professionnelle, dans les métiers du tourisme, je pense qu'il faut être beaucoup plus large que ça. Quand on implante un hôtel, il nous faut énormément de corps de métier aujourd'hui autour, et bien souvent, même dans le bâtiment, même... Vous voyez, je prenais le cas hier dans ma présentation des frigoristes. Bien, on installe des fois des hôtels quelque part dans le monde et nous n'avons pas de formation de frigoristes. Donc on fait venir des frigoristes de l'autre bout de l'Europe parce qu'aujourd'hui, sur certains secteurs, on n'a pas assez de frigoristes. Donc il faut aussi montrer que autour de ces métiers de l'hôtellerie-restauration, autour de ces métiers du tourisme, il y a énormément de possibilités de formation professionnelle et de développement économique.
Ce n'est pas simplement l'idée du tourisme qui, de fait de promener d'un point A à un point B des personnes pour leur faire découvrir un territoire, c'est beaucoup plus vaste que ça, de trouver une économie responsable autour des métiers du tourisme. Et il y a énormément de formation. Mon oreillette me dit qu'on n'a plus le temps, donc je ferai juste un propos sur tout à l'heure la discussion qu'il y a eu entre le monde du patenté et le monde de l'entreprise. Monsieur le Président, je vous dirais vive la déclaration de main-d'œuvre patentée, qui permettra de déclarer à une entreprise les patentés qu'ils utilisent ou avec qui ils travaillent, que ces patentés soient déclarés dans l'activité qu'ils ont fait chaque mois auprès de la caisse. Et on se retrouvera dans un traitement plus équitable pour pouvoir embaucher des patentés, qui est le vœu de la nouvelle génération, tout en respectant les engagements de cotisation qu'ils ont à assumer en tant que travailleurs indépendants. Je suis à votre disposition pour en discuter. Toujours à l'écoute des propositions constructives. Comme on aura l'occasion d'en discuter, j'en profite pour relancer la balle du côté des entreprises, puisque, vous le savez, on a décidé de revoir en profondeur le système des bourses prioritaires. On a deux systèmes de bourses, le système standard donc pour toutes les études post-bac, c'est des bourses qu'on a revalorisées cette année, et à côté de ça, on a les bourses prioritaires dans les secteurs qui ont été identifiés. Jusqu'à présent, la définition de ces secteurs, je ne m'explique pas pourquoi, se faisait uniquement en consultant l'administration donc qui définissait les secteurs. Donc cette année, on a décidé de consulter les entreprises. Alors on en a discuté avec le MEDEF, on en a discuté avec les organisations patronales. Pour nous, c'est essentiel que vous puissiez identifier dans vos secteurs des filières particulières sur lesquelles il faut mettre l'accent et qu'on puisse donc les rajouter à la liste des études prioritaires. Voilà. Maruru, donc on nous a évoqué que la question de la restauration et de la cuisine, c'était le geste, la coupe, le feu, le temps, quelque chose comme ça. Donc on a eu le feu et il est temps de couper. Je vous remercie toutes et tous pour ce débat, pour ces enchaînements, les internautes aussi, pour celles et ceux qui étaient là. Et merci pour cette très belle première édition du TECAI organisée par le Campus des métiers et des qualifications. Merci à tous. Bravo. Bravo le campus.